Bienvenue. Ben, on a amené un coup de champagne parce qu'il paraît qu'en ce moment, tu as la tablette champ. Là aujourd'hui, je vais vous faire une tablette qui appelle à la salinité du champagne. Ça, c'est notre marc de saké. Ça, c'est l'élément principal de la tablette. Tu as la levure du boulanger qu'on a fait déshydrater. Voilà, petite confiture d'algues. C'est travailler dans l'excellence parce que c'est le principe de la gastronomie et avec le plus de créativité possible. Une petite trentaine de minutes et je vous les démoule. Il nous ouvre quoi? Un petit Paul Roger, c'est un champagne qui est assez vineux en fait. Ouais, c'est dingo. Et pour créer ça, en fait, tu sais combien d'heures à peu près pour que les gens qui vont nous regarder, ils s'imaginent pas quoi en fait. La recherche et le développement, c'est difficilement quantifiable. Quand tu n'y arrives pas, ça t'obsède. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin et tu dis tiens, j'ai pas essayé ça en fait. Donc en fait, tu y retournes. Donc en fin de compte, ton cerveau, il y a une partie qui est comme ça en surchauffe, tu sais, pour ça. La petite cristallisation là, qu'on voit vraiment sur le kiwi là, qui va venir protéger ton fruit. C'est vraiment dingue. Le sucre de bouleau, c'est l'écorce du bois de bouleau qui est réduit en poudre et que nous, on travaille comme un sucre alternatif. En fait, c'est un sucre qui n'a pas de glycémie. Tu te fais du bien, mais tu ne te fais pas du mal. C'est toujours le même principe. C'est la gastronomie. Elle doit plus juste faire bon pour le palais. Bien sûr, il faut que ce soit très bon, mais il faut que ce soit bon pour la santé et bon pour l'environnement aujourd'hui. C'est ça, je pense, la gastronomie contemporaine. La haute gastronomie, c'est un peu le j'ai bien aimé cette image, moi, la Formule 1 de la cuisine, avec les dernières technologies. Toi, dans le chocolat, du coup, là, maintenant, finalement, la Formule 1, c'est un peu toi. Tu es, entre guillemets, obligé, maintenant que tu es là, d'avoir de nouvelles choses à proposer, d'inventer des choses qui n'existent pas encore. Tu as une forme d'adrénaline, c'est-à-dire que quand tu sais, quand on a découvert la confiserie moderne, ce qu'on a appelé la confiserie moderne, donc c'est l'art de conserver le fruit dans le temps sans lui ajouter de sucre. Ça, c'est la confiserie Alléno-Hérivoire. Quand on a découvert ça, à aucun moment je me suis dit, tu as fait le taf pour ta carrière, tu n'as plus qu'à dérouler. Bien sûr qu'on a ça. Aujourd'hui, on ouvre une porte. On est les premiers à courir si vite sur ce chemin-là, mais tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde veut manger proprement, savoir ce qu'il mange, moins de sucre, moins de gras. On commence tout juste sur ça. Aujourd'hui, on est en 2024. La confiserie, il faut qu'elle rentre dans son temps. Et nous, on réforme en fait. Tout ça, ça fait avancer, tu vois, vers le truc. Route et dans 5 ans ou quoi, vous êtes toujours là. Et des gars viennent nous voir de l'agroalimentaire en disant bah, aidez-nous, on a envie de développer un truc plus sain, meilleur, ça vous y réfléchirez, vous y réfléchissez peut-être déjà, vous avez des contacts ou... Si demain j'arrive à proposer un bonbon qui n'a pas de glycémie à tous les enfants de la planète, on aura quand même gagné avec Yannick Alléno. Enfin, on aura quand même fait quelque chose de notre passage sur cette terre. C'est le chemin vers lequel toute la gastronomie sucrée doit aller. Donc bien sûr que ça va se démocratiser. Quand on fait des petites meringues enrobées de chocolat qui sont en fin de compte un souvenir d'enfance, écoute, tu as une gourmandise où tu peux dire à tes petits-enfants, à tes enfants, tapez tout le paquet, aujourd'hui on est dimanche, il n'y a pas de problème. On est en train d'écrire un chapitre qui correspond à notre temps. Ça par contre, on est en train de le faire. On continue le livre de la confiserie ou du chocolat en fait. Si dans un livre, tu avais tout ce qui s'était fait, bah, on a écrit 2-3 pages en fait et on va continuer. Et invention, ça veut dire qu'aujourd'hui, le process que vous avez mis en place, vous l'avez déposé, ouais. Ouais, c'est-à-dire que c'est le nôtre, oui. L'agroalimentaire, demain, ils ne veulent pas passer par vous, ils peuvent trouver un truc un peu différent parce que vous avez ouvert la voie. C'est marrant parce que j'ai pas peur de ça, parce que je pense que ça pourra servir la roue en fait. Vous êtes des pionniers en fait, ouais, c'est ça. On est des pionniers et surtout, encore une fois, je te parlais de la pêche parce que mon grand-père, lui, cultivait des pêches. T'arrivais le soir, la pêche, elle était talée, tu vois. Mais elle n'avait jamais vu le frigo et elle était exceptionnelle. Donc encore une fois, tant que nous, on aura tout ça,
on aura un peu d'avance. Et tu te vois comment, justement, dans 10 ans ou dans 15 ans? L'idée, c'est d'avoir plein de boutiques. Tu vas avoir 20 boutiques. Tu voudrais justement aider d'autres personnes à faire ça. Tu voudrais avoir plein de gamins qui viennent faire la Pâques et mettre des trucs sur ton chocolat, comme tu disais tout à l'heure. C'est quoi l'idée? Au-delà, continuer à donner cette énergie et cette vision, et de la continuer. Le développement en lui-même, en fait, c'est pas moi c'est pas le nombre de boutiques qui mettra en avant notre réussite, je pense. Alors, c'est pas les boutiques, alors c'est quoi? Le nombre de personnes que tu vas former? Ouais, je pense que maintenant, il y a une transmission qui est importante et super enrichissant, en fait. De dire, encore une fois, pourquoi pas un jour former des classes de CAP à ça, en fait, pourquoi pas. Je me vois encore tellement comme le petit apprenti qui continue à apprendre que, en fin de compte, moi, j'en suis tout juste, en fait, à me dire, tiens, le petit jeune, je vais prendre soin de lui. Oui, et on parlait tout à l'heure de l'instinct, c'est ça. C'est ce que tu décris comme instinct. C'est quoi l'instinct finalement? C'est de l'expérience internalisée qui ressort de façon un peu inconsciente. Et quand on transmet à un plus jeune, on doit verbaliser, intellectualiser cette expérience, comment on a fait pour apprendre ça, etc., pour que je puisse lui expliquer comment lui il doit faire. Et je crois que c'est des choses aussi qui font progresser. Ouais, puis j'ai pas la prétention d'avoir le chemin tout droit vers cette réussite-là qui m'arrive. Moi, j'ai pris ce chemin-là et je pense que la sensibilité de chacun, elle est importante dans ce chemin-là. Moi, j'ai été très entouré. Ça fait 10 ans que je suis dans le groupe Aleno et tu vois un cuisinier finir une cuisson assaisonnée. Enfin, c'est un métier de geste aussi. Donc, en fait, il faut le voir, il faut le faire. Moi, Aleno, je le considère un peu comme un entraîneur qui est au bord du terrain. Et nous, les chefs de partie, les chefs et les chocolatiers, les pâtissiers, et ben en fin de compte, il a une expérience qui fait qu'il sait qu'il faut que tu ailles sur la droite pour tirer dans la lucarne. Et si vraiment toi, tu mets toute ton énergie et tu l'écoutes, et ben ça marche plutôt bien. Comment aujourd'hui tu es perçu par tes confrères pâtissiers, chocolatiers, parce que tu en es un, mais avec aussi une nouvelle ouverture, une nouvelle route, une nouvelle quête. Voilà. Tu vous entendez, vous partagez, comment ça se passe? Ah, moi, je suis très pote avec tout ce monde-là. Et encore plus parce que je ne me sens pas en compétition avec la pâtisserie parisienne, en fait. Je pense que je suis le plus cuisinier des pâtissiers parisiens. Mais quand la pâtisserie s'est rendue hyper technique, hyper graphique, hyper visuelle, je prends le contre-pied avec Yannick Aleno au Pavillon Le Doyen, 6 mois après, 8 mois après, de faire une pâtisserie qui est brute, instinctive, cuisinée, hyper naturelle. Et tout ça, en fin de compte, moi, j'ai tout le temps eu beaucoup d'admiration pour cette technique pâtissière allez, je peux t'en citer une quinzaine, une vingtaine sur Paris, mais en France, il y en a beaucoup plus, où c'est irréprochable techniquement. Je l'admire, mais je ne m'en sens pas très sensible. C'est-à-dire que moi, j'adore quand ma quenelle de glace, elle fond un petit peu parce qu'elle va venir comme ça nourrir le reste du dessert par sa sauce. Je suis beaucoup plus intéressé par ça. Donc cuisinier, ouais, c'est ça encore une fois. En fait, je pense que je suis un cuisinier refoulé. Ouais. J'ai jamais osé être un cuisinier. Non, mais en tout cas, et puis même dans ma façon de parler à tout le monde professionnel, le cuisinier est plus sensible à ce que je fais, à la transformation du fruit, à ça, parce qu'on n'est pas dans la démonstration technique, jamais. Mais tu échanges avec eux quand même, ouais. On a tous, à 5 ans près, on a tous le même âge, les pâtissiers parisiens. On se voit souvent, on s'adore, enfin moi je suis... Mais je vois aussi beaucoup de cuisiniers en fait. T'as pensé à quoi toi avec ton loin de l'œil? Eh bien, loin de l'œil, parce qu'il y a une vraie trame aromatique un peu sur l'ananas et tout. Loin de l'œil, c'est le nom d'un cépage autochtone du sud-ouest, du Gaillacois. Là, vinifié du coup par le domaine Guérard, Laure et Pierre Fabre. Ah. Donc ça, c'est le côté acidulé un peu, c'est ça? Il faudrait trouver... Ouais, tu vas voir, il y a une... Alors moi, j'appelle ça amertume de pamplemousse, hein. J'appelle pas ça pamplemousse parce que... Mais je t'en fais goûter un tout petit bout et tu me dis ce que t'en penses. On a envie d'expliquer que
on peut manger justement des fruits encore, des concentrations de fruits comme la tienne avec des vins secs. Alors, on va essayer de voir si ça peut marcher, moi j'aimerais bien. J'aimerais bien voir si ça fonctionne. Donc là, tu es sur le zis du pamplemousse, tu vois. Ah ouais, pouh. Ça pète, c'est grave. Ah ouais. Mais ce qui est drôle en fait, c'est que tu as l'amertume avant d'avoir l'acidité. Ouais. Ça, c'est fort. Ouais. Tu mets en bouche, tu es à l'attaque, tu as l'amertume. Bon, après, derrière, tu as l'acidité qui te. Et puis, c'est quand même les amers qui le tendent. Ça, ouais. Voilà, c'est particulier avec le. Alors, attends, du coup, en même temps qu'on en parle, c'est quoi alors le process? Ça rentre dans les détails, évidemment, parce que c'est secret. Moi, j'ai pris le problème à l'envers. Tu prends un fruit et tous les jours, tu lui rajoutes une pelle de sucre. Ça, c'est ce qu'on fait depuis 600 ans. Tu as un bouillon, un fruit, et tous les jours, il y a une pelle de sucre en plus. Donc, tu concentres ton Brix. Moi, je suis parti du problème inverse. Qu'est-ce qui fait qu'un fruit, ça ne se conserve pas? C'est son humidité. Donc, tu enlèves son humidité, donc par la cryoconcentration. Donc, c'est-à-dire que tu augmentes en Brix, mais sauf que tu n'as pas ajouté du saccharose. Une fraise, un jus de fraise concentré, c'est sucré au plaisir ultime de la gourmandise, mais c'est juste le fructose de la fraise. Le Brix, c'est le taux d'estrès sec dans un liquide. C'est à 99% le sucre que contient le fruit. Tu le conserves dans son propre sucre. C'est pour ça que notre chocolat n'est pas sans sucre. Notre chocolat est uniquement utilisé avec des sucres naturels qui viennent du fruit, du chocolat bien entendu, mais ce qui est important, c'est que l'homme, donc moi, on n'en rajoute pas. En fait, on se sert de l'équilibre qu'il y a dans la nature. C'est ça qui est important. Mais tu vois, avec ton ananas, ça va mieux, non? Ouais, ça marche mieux. Ouais, ça marche mieux l'ananas, je suis d'accord, mais ça, c'est d'une telle concentration aromatique. Ça, c'est la mangue? Non, ouais. C'est pas là. Ça, c'est la mangue? Et c'est marrant parce que, non, mais c'est très élégant en fait. Ça fonctionne, je trouve. T'as même l'impression en finale que ça t'apporte un côté floral, mielé. Bah, la mangue, c'est floral. Hein. Donc en fait, ça, donc moi, je confie tous mes fruits et après, j'ai une pièce de maturation comme un fromager. Non, à température ambiance, mais comme un fromager qui va faire maturer ses fromages. Et en fin de compte, donc tu vois, celui-ci, il n'est pas du tout prêt parce qu'il est encore hyper humide. Celui-ci aussi. Celui-ci est prêt. Et regarde. D'accord. Et en fin de compte, quand tu coupes, toute l'humidité, elle est encore dedans. Mais tu as une protection qui s'est faite. Ouais. Et ça, c'est le sucre de bouleau. Donc ça, c'est l'orange. Et en fait, on va avoir un truc hyper amer. Ah non, c'est beaucoup moins sucré que l'ananas qu'on mange avant, mais c'est pas très très amer, effectivement. Ce qui est génial, tout à l'heure, tu as parlé de la glycémie, donc de la faible glycémie en fait, dans tout ce que vous travaillez aujourd'hui, votre recherche. De la même question un peu qu'avec l'agroalimentaire, vous avez déjà été approché ou pas encore? Ça, c'est un sujet que tu as en tête, par exemple, se dire demain, je pourrais travailler, tu sais, il y a des collègues à toi qui le font, confrères, qui travaillent avec des hôpitaux ou avec de la R&D dans des labos, etc., pour mettre ce savoir-faire, un savoir-faire, quel qu'il soit, pour les personnes qui refusent de manger, pour les personnes, etc. Toi, tu as pensé déjà, tu aimerais bien travailler avec... Sportifs, on l'a fait un peu pour les JO, c'est-à-dire qu'on a suivi quelques sportifs avec des barres céréalières qui étaient composées de confits de fruits comme ça et tout. Donc c'était super. Si un jour tu arrives à mettre au service cette passion, cette créativité, cet artisanat au service du bien-être et de la santé, c'est incroyable. C'est une réalisation fabuleuse. Exactement. Comment on fait quand on est papa de 1 et bientôt 2 dans 15 jours pour les empêcher de trop manger de... Tu les empêches ou tu les empêches pas? Comment tu fais? Est-ce que tu dis stop ou jamais? Non, j'empêche pas. Alors ma fille a 7 ans, mais je l'empêche rien de manger. Je lui explique juste ce qu'elle est en train de faire. Quand on mange un bonbon industriel ou une pâte à tartiner industrielle, c'est pas la fin du monde. Il faut juste comprendre où il faut placer ce produit-là dans ton esprit. Non, je lui parle avec des mots hyper simples, sinon je la perds parce qu'elle en a rien à faire, elle. Mais un chocolat industriel qui contient 3 fois plus de sucre que de fèves de cacao, je lui explique qu'elle est juste en train de manger une sucrerie, pas un chocolat. Voilà, c'est juste ça en fait. Il faut juste savoir ce que tu es en train de manger. De manger un fast-food, c'est pas la fin du monde. Tu sais juste que tu manges pas la meilleure viande de la planète.
À ce moment-là, il faut le savoir. C'est juste ça. À partir du moment où tu as conscience, quand tu te fais un petit dérapage, quand tu te fais un petit plaisir inavouable ou quand tu te fais du bien, quand tu as conscience de ça et que tu sais le reconnaître, bah, c'est le problème qu'a beaucoup de gens. C'est que quand ils font les courses, ils ne savent même pas qu'ils se nourrissent mal. Ils pensent que ça va plutôt bien. Inconsciemment, et comme ça, petit à petit, je lui dis quand même, là, c'est quand même un produit très qualité. Mais en fin de compte, quand je suis arrivé au pavillon de Doyen et que j'ai remis tous les détails du sourcing de tout ça, au fond de moi, je l'avais en fait tout ça. Parce que mes grands-parents, ils me l'avaient inculqué. Mais quand tu as 20 ans, c'est assez dans ton inconscient encore. C'est après, en grandissant, que tu te rends compte qu'en fait, tu sais, tu connais la pêche la meilleure du monde, donc t'as pas besoin. Ouais, mais encore parce que tu as grandi à Lyon avec un grand-père qui faisait des pêches et tout ça, voilà. Ouais, mais enfin, c'est une vérité. Mais ça peut être pas mal. Je te vois avec un regard d'enfant, c'est la première fois que tu es autant muet en fait. Tu te regardes, tu fais comment j'ai. Mais attends, d'habitude quand on va dans des cuisines. C'est moins bon d'habitude. Hein, Moi, là, honnêtement, moi j'ai l'humilité de dire que je découvre complètement. c'est parce que t'as pas les bonnes adresses. Je suis jamais venu ici. Je découvre. Et là, c'est un univers entier qui est nouveau. Tu vois, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, j'en ai le sentiment tous les jours. Je me réveille et je vois tout ce que... Alors, bien sûr, hein, je fais pas de la fausse modestie. Hein. Je travaille énormément pour tout ça. Mais quand tu arrives, que ton mentor, il a mis son nom à côté du tien, que tu commences à voir un truc comme ça, là, auquel ça peut... Enfin, moi, je suis un geek de ça, hein, je suis un passionné, c'est ma vie. Hein. Et tout ça, et qu'après, bah, tu passes des fois une après-midi avec tes clients ici, et qu'en fin de compte, il n'y a personne qui est énervé quand il rentre dans une chocolaterie. Hein. Tout le monde est de bonne humeur. Hein. Parce qu'en fin de compte, le jour où tu n'as pas les moyens, tu n'y vas pas. Hein. Donc les mecs, juste, tu leur apportes du plaisir. C'est une destination. Eh ben écoute, enfin, ta vie est plutôt belle, tu vois. Et le coup de Chacarello avec le chocolat à pamplemousse, ben, ça marche pas mal, quoi. Là, pareil, le chocolat en fonction des fruits, c'est pas le même ou... Non, là, le chocolat, alors bizarrement, c'est pour ça que des fois je dis on n'est pas des chocolatiers. Là, j'ai besoin d'un chocolat qui soit le plus neutre possible. Tu vois, d'ailleurs, comme il est fin. Je viens de goûter, c'est très cacao finalement. Ouais, mais en fait, le but, c'est que le fruit vive en fait. Donc, le chocolat, c'est le côté orangette, mais tiens, goûte ça. Tu vois, on a fait des petites orangettes. Ça, c'est une tranche d'orange trempée dans le chocolat, tout simplement. Et ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle des orangettes fines. Et en fait, c'est assez organique, tu vois. Ça, c'est margeau, quoi. Parce qu'en fait, tu as toujours ce côté sucre croquant. C'est ça qui est génial. Oui, cet enrobage. La texture, elle est margeau, quoi. Tu es celui qui a mis au service de la chocolaterie quelques techniques cuisinières, pas que, mais entre autres. Et le chocolat dans la cuisine, je pense à ça parce qu'en fait, tu sais, il y a la sauce au lièvre, sauce au sang, certains mettent un peu de cacao, de chocolat, le mollet au Mexique, avec leur piment, leur machin et tout ça. Toi, tu fais, t'aimes bien ou tu trouves que c'est dénaturé ou... De mettre le chocolat dans la cuisine? Ouais, la nuit salée. C'est marrant parce qu'on arrive, tu me parlais de rentabilité et tout ça tout à l'heure. On arrive à un moment où le cacao, il n'a jamais été aussi cher. Tu sais, quand tu reçois la fève de cacao en Europe, tu enlèves la première enveloppe, donc c'est environ 10% du poids total, t'enlèves la petite enveloppe et cette enveloppe, elle n'est pas utilisée. Donc c'est soit elle est donnée au jardinier de la mairie pour mettre en bois de ses arbres, ou soit elle est jetée. Et nous, on en fait de l'extraction. Donc c'est-à-dire qu'on fait une extraction d'enveloppe de cacao qui est pure, mais qui n'est pas amère. Il n'y a pas l'amertume du cacao, mais elle est pure, elle est droite. C'est assez puissant. Et en fin de compte, c'est une réponse écologique, mais aussi en termes de rentabilité. Mais j'irais plus vers tout ce qui est cacao pur, vers tout ce qui est cuisiné. Parce qu'en fin de compte, le chocolat est déjà un produit fini, tu vois. Quand tu broies la fève, tu lui rajoutes soit du sucre ou autre chose, ou du lait ou machin pour faire un chocolat au lait, c'est déjà un produit fini tout ça. Je dis c'est la première fois que je te vois si peu bavard. T'es revenu en primaire en train de manger du chocolat, quoi. Quel voyage. Non. Qui sont tes clients ici? C'est des gens qui vont au restaurant et qui après
viennent voir ici? Alors tout dépend, c'est marrant parce qu'on a 3 lieux et on a 3 clientèles assez différentes. Ok. Ici, c'est une clientèle de quartier, c'est-à-dire que plus de 80% de nos clients sont les gens du quartier et des habitués. Et c'est marrant parce que quand les gens nous connaissent par Pavillon Le Doyen, ils viennent ici aussi. Ok. Donc forcément, on a beaucoup de gens qui disent « Ah tiens, on nous a fait goûter un chocolat à la fin du repas et du coup… » Et là, là c'est parfait parce que les mecs, ils sont déjà des gens qui aiment manger, ce qui sortent de chez Aleno. Et ils viennent ici puis ils disent « Ah ouais, tout ça. » Et du coup là, c'est génial quand je tombe dessus. Et dans le 6e, c'est beaucoup plus de touristes que ici, en fin de compte. Il y a moitié des gens du quartier et moitié du tourisme. Et aux Galeries Lafayette, c'est hyper international, donc c'est marrant. Et en fait, d'être là-bas au milieu, ça aussi, c'est quand même une… Tu vois, le jour où on a ouvert le stand là-bas, j'ai fait le tour. Et en fait, il y a Pierre Hermé, Oui. il y a tous les gens. Quand moi j'étais en CAP, j'étais juste… c'était mes idoles, quoi. Je dis. Là, aujourd'hui, d'avoir un stand au milieu de tout ça, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. D'avoir le conseil, ça veut dire qu'en fait, tu es reconnu par tes pairs, en fait, c'est ça aussi. Pour ça, On est au milieu, quoi. Ouais, c'est ça, c'est génial. On est avec les meilleurs. Puisqu'on n'a pas réussi à te faire parler, justement, tu vas un peu nous. Là, tu vas être obligé, tu vas être squeezé. Donc, on va faire le fameux questionnaire de Proust, Lipton et Bernard Pivot, décédé et homme qui aimait le Beaujolais. C'est quoi ton mot préféré? Gourmandise. Le mot que tu détestes le plus? Interdit. On revient aux enfants et tout ça. Interdit. Qu'est-ce que tu kiffes par-dessus tout? Qu'est-ce que tu adores? Je pense que je suis drogué à l'adrénaline. Ok. Qu'est-ce qui t'agace, qu'est-ce qui t'emmerde le plus sur Terre, quoi? Ah, j'aime pas quand on fait pas 100% de ce qu'on est capable de faire pour que ce soit bon. Bon, ouais. Ça marche. Mais ça veut dire dans la vie aussi, alors? Ouais. Non, mais dans la vie, en fait, je suis un… Alors, ouais, je pense que je peux être un peu perfectionniste, ouais. Ouais, le poulet rôti du dimanche, on s'applique, quoi. Bah non, mais il faut qu'il soit bon, sinon c'est pas le poulet rôti du dimanche. Quel est le bruit que tu préfères? Pas celui du réveil, en tout cas. Je l'ai jamais été, je suis toujours pas du matin. Franchement, j'ai du mal. Les 10 premières minutes de ma journée sont toujours les pires. Et le bruit que je préfère, j'aime bien la musique. La musique en général? Et Ouais, quoi? la musique en général, que ce soit un bar dansant, que ce soit… je suis constamment avec de la musique dans les oreilles. Si tu n'avais pas été le pâtissier, cuisinier, chocolatier que tu es, c'est difficile à définir, mais tu aurais aimé faire quoi comme profession? Ah, alors ça c'est marrant parce que j'ai pas la prétention d'avoir le niveau pour le faire, mais j'adore dessiner, peindre. Je pense que j'aurais fait si ça n'avait pas été la bouffe, je pense que ça aurait été ça. Et donc, qu'est-ce que tu aurais détesté faire comme métier? Vraiment détesté? Détester, alors je pense que tout ce qui te demande une rigueur sans faille. Alors tu vas me dire que la gastronomie nous le demande, mais quand même on a une liberté. Mais je me serais pas vu comptable, je me serais pas vu devant un tableau Excel hyper dur, tu vois. Ça c'est à chaque fois, tu sais, bureau, c'est bureau, qu'est-ce qu'on va faire? Bureau. Buraliste, comme disait notre ami Zézette. Buraliste, j'aurais pas aimé ça. Une plante, un arbre, un animal, qu'est-ce que tu serais? Un animal, je pense, je sais pas, j'aurais été un truc doux, j'aurais été un truc qui vole, je pense, comme ça. J'aurais pu planer un peu, un aigle un peu, mais serein, tu vois, pas méchant. Pas le côté méchant de l'aigle. Juste, voilà. Un aigle vegan, tu vois. Quel est ton gros mot préféré? Putain, je pense. Ça marche. Et si le paradis existe et que tu y arrives, qu'est-ce que tu aimerais que Dieu te dise quand tu passes la porte? Round numéro 2, on continue. Bon, écoute, merci pour ton accueil. Je suis obligé de me resservir un goût parce que j'ai rien là. Allez, à nous. Merci, ouais. À l'amitié. Merci à vous. Ce voyage, ouais, presque.